l'heure est arrivée. Donc, je voudrais introduire d'abord en remerciant évidemment très, très chaleureusement, cher Philippe, Monsieur le Président, de ta venue dans ces petits déjeuners de la Fabrique écologique. Ça nous a paru d'autant plus important que la transition agricole est vraiment une composante majeure, comme chacun le sait, on n'a qu'à voir d'ailleurs dans le débat public, de la transition écologique, et qu'au poste où tu es, tu as un impact considérable compte tenu du rôle de l'INRAE dans le dispositif de recherche français. Tu as un rôle, et l'organisme que tu présides a un rôle absolument majeur sur l'évolution de cette transition écologique, sur les progrès qu'il est possible d'attendre sur un certain nombre de sujets. Et donc, vraiment, ton intervention sera extrêmement utile et intéressante, j'en suis sûr. Voilà, merci beaucoup de ta présence. Et donc, je te passe la parole pour une introduction, le temps que tu souhaiteras, 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes, ce que tu souhaiteras. Et ensuite, nous passons aux questions et au débat. Et préparez d'ores et déjà vos questions, car nous souhaitons que malgré le caractère virtuel de ces petits déjeuners, il soit le plus animé possible, comme d'habitude. Voilà, merci beaucoup. Et Philippe, je te passe la parole. Donc. Merci beaucoup, Géraud. Merci à toutes et à tous d'être là ce matin, même si effectivement c'est en distanciel. Alors, c'est pas évident de lancer la discussion entre nous, vu le niveau d'expertise qu'un certain nombre d'entre vous avez sur les sujets. Mais bon, il faut le faire. Donc, j'ai envie de partager avec vous peut-être une question ou deux questions. Pourquoi la transition agroécologique, qui était un peu un combat d'idées il y a encore 5 ou 6 ans et qui semble devenu un consensus dans le débat public, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi c'est à la fois un consensus, c'est bien un sujet de controverse et d'opposition, et puis effectivement, pourquoi objectivement c'est compliqué d'atteindre la transition agroécologique et pourquoi c'est des agricultures du monde et pourquoi c'est absolument vital. Bon, donc c'est là que je vais redire des choses que vous savez, mais ça permet de poser un peu le débat. Passer d'un peu plus de 7 milliards d'habitants de la planète à entre 9 et 10 en 2050, un petit 30% d'augmentation, dans un contexte où malheureusement le climat aura continué de se dérégler de façon peut-être encore plus forte que les experts l'imaginaient, avec une volonté de limiter au maximum, voire d'arrêter la déforestation, et donc probablement de vouloir limiter, mais pas arriver à limiter l'artificialisation des sols et le développement des grandes mégalopoles à l'échelle de la planète. Tout ça, on voit bien ce que ça donne, c'est-à-dire une contrainte sur les surfaces agricoles cultivées, cultivables. Je ne parle pas, mais il faudrait évoquer le progrès, la progression plutôt de la désertification, qui est en partie lié aux deux phénomènes précédents. Tout ça fait que l'objectif de nourrir les 10 milliards de concitoyens de la planète en 2050 avec des sols agricoles qui seront au mieux préservés, peut-être un peu dégradés, et avec un climat plus défavorable, ça paraît effectivement compliqué. Ça sera d'autant plus compliqué si on a à faire face en termes j'allais dire de biomasse utilisable pour l'alimentation, on a aussi à faire face à la volonté, à la nécessité de décarboner l'économie. Et donc, on va revoir, on voit déjà revenir des sujets qui ont été à la une de l'actualité dans les années 2000, à la fois avec un moment, une dynamique positive, le développement des biocarburants, François et d'autres s'en souviennent. Et puis ensuite, la contestation sur la concurrence entre les productions industrielles de biocarburants et les usages alimentaires. Et on a quand même ce sujet devant nous, c'est-à-dire un besoin de carbone issu de la photosynthèse pour des matériaux, de la chimie, etc., qui vont venir en concurrence. Donc quand on voit tout ça, on se dit qu'effectivement, l'équation pourrait presque paraître impossible. Alors, pour rester optimiste, ce qui est un peu ma nature, et puis et je pense la vôtre, on voit quand même qu'il y a des leviers. Donc, il n'y a pas que la transition agroécologique, mais je vais y arriver. Il me semble qu'il y a 3 grands leviers pour faire correspondre à terme l'offre possible alimentaire et la demande alimentaire mondiale. Je n'ai pas parlé, excusez-moi, mais j'aurais pu aussi parler des tensions et de la dégradation massive de la biodiversité, qui est aussi un handicap pour les agricultures, avec le problème des pollinisateurs. Donc, tout ça, ça contribue
a montré une équation vraiment difficile. Alors les leviers pour essayer d'articuler, de rééquilibrer la demande et l'offre alimentaire mondiale à terme, c'est bien sûr de travailler sur les gaspillages alimentaires. On le sait, c'est des évaluations à la louche, mais enfin, on est autour de 30% de minimum de gaspillage alimentaire, essentiellement dans les pays dits du Nord, et sur les pertes après récolte dans les pays du Sud. Donc là, il y a un levier prioritaire. Le deuxième enjeu, qui ne sera pas le plus simple, mais qu'il faut engager, c'est l'évolution des régimes alimentaires. Comment on peut favoriser, concevoir et favoriser des régimes alimentaires sains et durables pour les populations. Et ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire ne pas suivre le trend de consommation de protéines animales des Nord-Américains, des Européens à l'échelle de la planète, même si c'est la trajectoire que suivent pour le moment, et on ne peut pas les en blâmer, les Chinois ou d'autres pays émergents dont le niveau moyen de vie augmente. Ça se traduit par une augmentation proportionnelle plus importante de produits carnés. Donc, il faut qu'on ait un rééquilibrage. Il faut viser en tous les cas un équilibre. Nous, ce qu'on pense et ce qu'on dit, c'est qu'il y a une convergence possible entre des régimes qui sont bons pour la santé des citoyens et qui sont des régimes aussi bons pour l'environnement. Ce n'est pas toujours absolument aligné, il y a quand même des bonnes convergences. Et donc, si on vise un rééquilibrage entre protéines animales et protéines végétales à l'échelle de la planète, passer de 2 tiers, 1 tiers à 50-50 selon les pays et de façon très grossière et selon les âges, ça permet de faire aussi un deuxième levier d'ajustement de l'offre alimentaire. Le troisième levier dont on va parler là maintenant, je vais essayer de parler un peu, c'est une fois qu'on a dit ça, il faut encore produire sur des terres qui sont a priori pas plus nombreuses, au moins autant, si ce n'est plus, de produits avec, dans une logique de décarbonation de l'économie, avec, en essayant de réduire au maximum, voire dans certains cas en supprimant les produits phytosanitaires de synthèse et les engrais minéraux. Et donc ça, c'est pour moi le troisième levier, évidemment, qui est très articulé avec les autres, qui est l'enjeu de la transition des agricultures, la transition écologique des agricultures. Je disais en première question, ou en première remarque, que c'était, j'ai vécu il y a quelques années un débat au Parlement et même dans le pays sur l'idée même d'inscrire l'objectif de la transition agroécologique dans le code rural, dans l'objectif des politiques agricoles. C'était très débattu à l'Assemblée, au Sénat évidemment, mais aussi dans les milieux professionnels. Depuis j'allais dire, ça c'est le côté quand même optimiste, positif, il y a une forme d'évidence qui est probablement liée à l'accélération du dérèglement climatique, aux effondrements de la biodiversité qui touchent les citoyens, qui touchent les agriculteurs. Je pense qu'il est difficile aujourd'hui en France de dire que la transition agroécologique est une bêtise, n'est pas nécessaire ou est un truc de bobo, ce qui était quand même un peu ce qu'on entendait il y a 4-5 ans. Donc ça, c'est le côté positif. Après, quand on veut la décliner, je l'ai vu aux États généraux de l'alimentation, où j'étais intervenu dans l'atelier sur la recherche et l'investissement, on avait, avec toutes les parties prenantes, et il y avait à la fois les associations environnementales, les associations de consommateurs, les professionnels agricoles, les collectivités locales, etc., etc. La transformation, la distribution, on est arrivé à ce consensus. Oui, la transition agroécologique est une priorité pour la France dans les prochaines années. Et après, la difficulté, c'est de la réussir, c'est-à-dire de sortir, peut-être que là, on voit un des éléments du débat, sortir de ce que les sociologues appellent parfois un verrouillage socio-technique, disons une forme d'optimisation, si on veut le dire gentiment, des systèmes qui ont été construits sur le paradigme des années 1950-2000, où il fallait augmenter globalement la production agricole à l'échelle de la planète de façon quantitative, avec un paradigme qui n'était pas absurde à l'époque, qui était d'augmenter la performance à la fois des variétés végétales, des races animales, sur des idiotypes, on pourrait dire, de performance de rendement, et en considérant qu'on pouvait apporter des intrants qui étaient des ressources finalement à l'époque considérées comme faciles et pas trop coûteuses pour améliorer ce rendement. Donc, tout le progrès agronomique
ou presque, des années 1950, on va dire à 1980-90, qui s'est quand même fait, qui s'est fait sur ce trend-là. Il a rencontré des succès puisque, on peut dire, le monde a triplé l'offre alimentaire en 50 ans. Le paradoxe, c'est qu'en triplant l'offre alimentaire, la population n'avait augmenté que de 2,3 et malgré ça, on n'a pas résolu le problème de la faim. Ça, je pose ça là, ça veut dire que quand on se projette en 2050, on sait qu'il faut faire à la fois les trois leviers, réduire les gaspillages, rééquilibrer les régimes, faire la transition agroécologique, et ce n'est pas pour autant qu'on aura malheureusement une répartition équitable des ressources et des systèmes alimentaires qui seront efficaces sur tous les continents. Donc, on a réussi ça, la recherche, les professionnels, les politiques publiques, qui étaient relativement bien articulées pendant ces 30 ou 40 années, a réussi l'augmentation de cette production alimentaire. Mais on a vu ensuite, évidemment, à quel prix et à quel coût, en termes d'impact environnemental, en termes de consommation de ressources fossiles, en termes de perte de biodiversité, avec des effets aussi sur le plan de la santé. On a observé dans le monde que les carences nutritionnelles en micronutriments, elles étaient à peu près proportionnelles à la baisse de diversité cultivée sur le plan végétal, mais aussi sur le plan animal. Donc on a resserré, standardisé, certaines stratégies, je dis ça, cette offre alimentaire pendant 50 ans. Derrière tout ça, il y a des systèmes sociotechniques, il y a des filières, des acteurs qui s'organisent, qui sont par ailleurs dans une concurrence économique de plus en plus aiguisée avec l'ouverture des marchés. Et c'est ces systèmes-là qu'il faut maintenant faire bouger. Et l'erreur qu'on pourrait faire, ça serait de se concentrer le débat et la question uniquement sur l'angle, parce que c'est le premier auquel on pense, du champ, de la parcelle, de l'exploitation, de l'agriculteur, en disant, bon, alors, il faut bouger. Oui, effectivement, il faut bouger. Un certain nombre d'agriculteurs et d'agricultrices le font dans leur démarche d'exploitation pour s'engager dans le bio, pour s'engager dans l'agroécologie. Mais il y a des signaux qui sont encourageants, le bio progresse, l'agroécologie aussi, mais ce n'est pas au rythme qu'on voudrait. Et il me semble, moi, que l'un des points de verrouillage, c'est peut-être un peu trop fort, mais un des points à faire bouger, c'est de faire basculer les filières, c'est de tirer la transition agroécologique vers une transition des systèmes alimentaires. C'est aussi pour ça que je pense que le débat, voilà, il faut vraiment l'ouvrir à toutes les parties prenantes. C'est les agriculteurs, bien sûr, les industries de transformation, la distribution, les consommateurs, les citoyens. Après, il y a des signaux positifs dans ce contexte un peu compliqué que j'évoquais. On voit le développement des circuits courts, des achats éco-responsables qui sont encore des signaux faibles à l'échelle de la consommation de masse française ou mondiale, mais quand même qu'on retrouve dans tous les pays, qui sont probablement aussi amplifiés avec la nouvelle génération de citoyens et de consommateurs. Donc ça, c'est des signaux qui sont perçus, je pense, par les acteurs économiques, qui peuvent inciter à faire des investissements et à faire remonter des investissements. Pour prendre un seul exemple, qui est à l'interface de l'agronomie et des filières et du consommateur, on sait qu'on a en agroécologie plusieurs façons d'améliorer la vie des sols et de développer d'une certaine façon des solutions basées sur la nature. Et la question de la couverture des sols est un des enjeux importants. On a encore trop souvent des sols nus dans notre pays. Et donc, des façons de couvrir les sols entre les cultures classiques de rente dans les assolements blé, orge, colza ou autres, c'est de pouvoir intercaler des cultures intermédiaires et notamment des légumineuses. Donc, on a tendance, l'INRA mène des projets, l'INRA est aujourd'hui à mener depuis longtemps des projets là-dessus, les instituts techniques, et puis on le met en avant dans les éléments de transition. Et on a derrière, il faut être conscient que dans un certain nombre de situations, quand les agriculteurs ne sont plus des polyculteurs éleveurs, c'est quand même un modèle qu'on a malheureusement beaucoup perdu, qu'est-ce que je fais des légumineuses que je produis? Est-ce que si je n'ai pas de débouché en alimentation animale sur mon exploitation, est-ce que je développe un débouché à côté, une logique de proximité? Est-ce que je vais aller vers ma coopérative avec un marché, une transformation, etc. Donc, on voit bien que sur ce point-là, on est très vite
dans des questions, des questions économiques, de faisabilité que posent les agriculteurs. Il y a effectivement, quand on change un système de production, on prend des risques. L'agriculteur qui va faire une quarantaine de récoltes dans sa vie, à chaque fois, chaque année, quand la décision sur son assolement doit venir, le moment où il peut prendre cette décision de basculer sur un système de production différent, il a un petit nombre de récoltes devant lui, c'est un risque qu'il prend. Et si l'écosystème bouge peu ou il n'y a pas de signaux, c'est évidemment plus compliqué. Donc on travaille, nous, en tant qu'organisme de recherche, aux différents leviers, on essaye de travailler aux différents leviers, depuis la recherche fondamentale jusqu'à des recherches plus appliquées, sur à la fois ce qui se passe au niveau, évidemment, du sol, de la parcelle, des plantes, comment adapter les plantes au dérèglement climatique, résister au stress hydrique, avoir une plus forte résilience. C'est un enjeu évidemment pour la génétique, pour l'agronomie, la connaissance des sols. De très belles recherches sur le microbiote ou les microbiotes. Vous avez forcément entendu parler du microbiote intestinal, sur lequel nos chercheurs depuis des années font des avancées qui sont vraiment extraordinaires et qui ont des impacts sur la santé humaine. Mais il faut savoir qu'on travaille aussi sur le microbiote des plantes. Donc évidemment sur le microbiote dans le sol, autour des racines, le microbiote des feuilles. Et ce que ça montre, c'est qu'on a à la fois un microbiote peut évoluer vers un pathosystème qui est pathogène pour la plante, comme il peut avoir des effets quasi symbiotiques, en tous les cas des effets positifs. Et on voit qu'on a des marges de progrès sur la protection des plantes hors pesticides qui sont importants. On travaille sur le biocontrôle, c'est-à-dire des solutions biologiques pour protéger les plantes, lutter contre décourager les insectes, pas forcément les tuer d'ailleurs, essayer plutôt de les décourager ou de les perdre pour éviter qu'ils arrivent sur les champs. On travaille sur toute la phase de transformation des produits. Si on veut faire, je prends un autre exemple, développer de la coculture entre du blé et des pois, ce qui est une bonne idée pour fixer de l'azote dans les sols, de l'azote naturel. On peut avoir des mélanges de blé et de pois. Et pour aider la valorisation de ces mélanges, on va travailler sur des techniques qui vont permettre de faire des farines mixtes. Et les farines mixtes de blé et de pois, si elles sont calculées dans des justes proportions, ont un intérêt évidemment nutritionnel qui est fort et qui commence d'intéresser les entreprises. Donc c'est un autre exemple d'une logique où on essaye de penser la transition agroécologique du champ au consommateur ou parfois du consommateur au champ. On travaille évidemment en termes d'économie sur l'évolution du monde paysan, sur les tensions tout au long des chaînes de valeur entre l'agriculture, la transformation et la distribution, pour proposer à la fois des solutions biotechniques et essayer de concevoir des innovations avec les acteurs, mais aussi fournir des analyses pour les politiques publiques. On y reviendra peut-être dans le débat, pour encourager les pouvoirs publics nationaux, européens, à faire bouger le cadre des politiques agricoles pour favoriser cette transition. Un dernier mot peut-être, parce que je suis déjà probablement trop long, pour penser justement cette transition agroécologique, cette transition des systèmes alimentaires et embarquer les acteurs. Il y a un outil qu'on va commencer de développer qui me paraît très intéressant, qui est un petit peu lourd à mettre en place, mais qui, je pense, sera intéressant. C'est les Living Labs qu'on a un peu emprunté à nos collègues québécois et qu'on essaye d'implanter en France à une dimension un peu plus forte avec les territoires d'innovation. Donc, c'est des lieux qui peuvent être des régions parfois. C'est ça qui va être compliqué quand on est à l'échelle d'un territoire-région, et ça peut être une région, ça peut être une métropole, où on réunit à la fois les chercheurs, les parties prenantes, qui sont les agriculteurs, les transformateurs, les collectivités locales, les associations, pour définir ensemble un plan de transformation, un plan d'innovation. Et pour vous donner quelques exemples, on a un projet à Dijon, avec la métropole de Dijon, qui veut favoriser la transition agroécologique et alimentaire dans sa population. Et donc, on articule
des projets depuis l'agriculture. Il se trouve qu'on a un gros centre à Dijon avec des équipes très bonnes en agroécologie, de l'expérimentation avec les agriculteurs, des modèles qui vont être favorisés par les coopératives locales pour produire, réduire les intrants et rentrer dans des démarches de labellisation agroécologique, de l'achat public dans la restauration collective. Ça, c'est l'exemple de la métropole de Dijon. Mais sur la Nouvelle-Aquitaine, avec la région Nouvelle-Aquitaine et les professionnels de Bordeaux et de Cognac, qui ne sont pas évidemment des petites professions, on est en train de voir comment on peut favoriser, préparer l'arrivée de nos cépages résistants au mildiou et à l'oïdium, qui peuvent permettre de baisser jusqu'à 80% de produits phytosanitaires, avec toutes les conséquences que ça aura. C'est-à-dire qu'il faut à la fois qu'on introduise des cépages résistants aux maladies, mais il faut aussi qu'ils soient adaptés au changement climatique et qu'ils soient cohérents avec la signature, les terroirs de cette région. Donc ça, c'est le projet Vitirem. Et puis, on en a un autre qui va être très intéressant sur Grand Est, autour de la forêt, des arbres et des hommes, avec notre centre de Nancy. Et donc là aussi, je ne vais pas parler de la forêt, Hervé le ferait mieux que moi, mais il y a une forme de transition aussi des politiques forestières pour les prochaines décennies à imaginer ce qu'on est en train d'essayer de faire, puisqu'INRAE est aussi présent sur la forêt. Voilà quelques exemples de nouvelles formes, de nouvelles façons de concevoir des programmes de recherche et d'innovation en co-construit avec les acteurs. C'est des projets lourds, hein, ça va s'engager sur une dizaine d'années. On va évidemment, INRAE ne va pas faire que ça, heureusement pour nos chercheurs et pour nous. On garde une activité de recherche de base qui est libre, qui est dans nos champs d'application, mais qui permet d'amener des idées nouvelles dans les laboratoires, dans les unités expérimentales, dans les serres. Mais on essaye, pour favoriser et contribuer à cette accélération de la transition agroécologique, de ne pas rester que dans les labos et dans les serres en disant, ben voilà, le boulot est fait, les publications sont sur la table, débrouillez-vous avec ça. Je pense que ça serait ni souhaitable, ni tenable. Et donc, ça fait partie aussi de mes missions, de trouver des cadres pour que ce progrès des connaissances soit partagé autant que possible dans des démarches de sciences ouvertes. Ça, c'est pour la partie purement scientifique. Dans le débat public aussi, on essaye d'être présent sans se faire complètement bouffer par les médias, en contribuant à chaque fois qu'on nous demande sur un certain nombre de ces sujets. Et puis, dans les démarches d'innovation ouverte avec les acteurs, là où on a l'impression, peut-être sur des territoires pilotes, qu'on va pouvoir montrer ou accélérer cet effet de déverrouillage et d'accélération des transitions. Merci beaucoup. Je me réjouis beaucoup des initiatives Living Lab. Je trouve que c'est vraiment une idée tout à fait passionnante et intéressante. Avant de vous passer la parole dans l'ordre de la messagerie, je vais donc poser la question qui fâche. Et je voudrais poser la question sur les néonicotinoïdes, qui est évidemment le sujet d'actualité. Non pas, la question n'est pas de rentrer dans la discussion, savoir s'il faut réautoriser ou pas, mais je m'adresse plutôt au président de l'organisme de recherche. C'est vrai que ça fait maintenant plusieurs années que la loi d'interdiction était passée et que donc on se dit que des recherches ont dû être faites depuis plusieurs années sur les substitutions possibles aux néonicotinoïdes. Est-ce que tu peux faire le point sur ce sujet, sachant qu'un des éléments évidemment importants, c'est la crédibilité des engagements sur le futur, de trouver une solution qui n'a pas été trouvée jusqu'à présent. Est-ce qu'on n'a pas mis assez de moyens? Est-ce qu'on n'a pas trouvé simplement parce que c'est un sujet extrêmement compliqué? Quel est l'état de la recherche scientifique sur ce sujet? Et est-ce qu'on, quand il y a un engagement qui est pris sur les 2 ou 3 prochaines années, je crois, de trouver une solution, est-ce que ceci est crédible par rapport à la période passée? Merci. Non, mais c'est même pas une question qui fâche. Je pense que c'est une question légitime dans le débat public actuel. Et moi, je suis aussi content de pouvoir redire un certain nombre de choses, parce que évidemment, dans le débat qui est forcément très politique, il y a parfois des informations partielles qui sont données. La recherche n'a pas rien fait. Loin s'en faut. Non seulement la recherche n'a pas rien fait depuis la loi, mais elle n'a pas attendu la loi pour le faire. Et heureusement, d'ailleurs, c'est son boulot. Donc, je rappelle que les publications sur l'effet de désorientation des néonicotinoïdes
sont des recherches qui viennent pour beaucoup des chercheurs de l'INRA à l'époque, avec une publication dans Science. Je me souviens en 2012, à l'époque, j'arrivais au ministère de l'Agriculture et on a pris connaissance de cette publication avec le ministre de l'époque, Stéphane Le Foll. Et quand on a vu ça, on a proposé la suspension des néonicotinoïdes alors sur les plantes sur lesquelles ça avait été observé, c'était les plantes dites mellifères, colza, tournesol. Et il y avait un effet délétère qui n'était pas de la toxicité aiguë, mais une vraie désorientation des abeilles qui pouvait expliquer 30 à 40% de perte d'abeilles de retour aux ruches. Donc sur cette base-là, on a pris une mesure de suspension nationale et une mesure ensuite étendue au niveau européen. Et c'était bien issu de la recherche. Alors c'était une recherche sur l'impact, évidemment, mais la question se posait de la recherche sur les alternatives pour les agriculteurs. Et il se trouve que on en avait, les chercheurs en avaient trouvé sur un certain nombre de plantes utilisatrices. Donc c'est pour ça que le colza et le tournesol, les agriculteurs n'étaient pas très contents quand la décision a été prise, ont pu s'adapter avec des moindres coûts en basculant sur des solutions de production alternatives. Bon, certains n'étaient toujours pas contents quelques années après, mais disons, il n'y a pas eu cette situation d'impasse sur laquelle je vais revenir ou d'impasse apparente sur laquelle je vais revenir pour la betterave. Les recherches ont évidemment continué. Il y a des solutions qui ont été trouvées sur les autres grandes cultures qui utilisent des néonicotinoïdes. Je pense au blé, à l'orge, au maïs. Donc là aussi, une solution chimique, on va dire, qui était particulièrement bien imaginée à l'époque. Quand les néonicotinoïdes sont arrivés, ça pouvait apparaître comme un vrai progrès, puisque par rapport à la pulvérisation d'insecticides, et les insecticides qui a été autorisés avant, les nouvelles molécules étaient a priori plus précises, en moindre dose, elles semblaient moins toxiques. Alors c'est vrai qu'on a pu montrer quand même que la toxicité au gramme des néonicotinoïdes est extrêmement élevée. Mais c'est vrai que pendant des années, ça a été perçu comme, à l'époque, un progrès relatif par rapport aux solutions antérieures. Ça n'a pas empêché la recherche publique de travailler et de montrer ses impacts. Et je pense que quand on regarde la bibliographie, les publications mondiales sur les néonicotinoïdes et les pollinisateurs, c'est vraiment la recherche française qui a été leader, même si les Anglais, les Danois, les Néerlandais maintenant sont aussi des grands publieurs. Donc on a trouvé des solutions alternatives pour un certain nombre de cultures. Pour la betterave, ce qui nous ramène au débat, je dirais que d'un point de vue purement technique, si on était à l'échelle d'une parcelle, d'une unité expérimentale de l'INRA ou d'INRAE, on a des solutions techniques. Là où il n'y en a pas, donc c'est pour ça que le débat est passionné. On peut à la fois dire, mais enfin, avec des régulateurs biologiques en nombre sur les parcelles, si on a suffisamment de coccinelles pour empêcher les pucerons de se développer massivement, on a des éléments de régulation qui peuvent fonctionner. Après, dans un contexte donné, et c'est ça qui a été particulièrement difficile cette année, et honnêtement, on ne l'avait pas vu, et quand la loi, alors après on revient, ça paraît choquant, qu'il n'y ait pas eu des millions et des millions de mis depuis 2016 ou depuis 2018, mais quand la loi biodiversité est votée en 2016 pour application en 2018, il y a des débats. Est-ce que ça va être possible de trouver des solutions sur la betterave? L'ANSES, et ce n'est pas du tout pour critiquer l'ANSES parce que son boulot n'est pas simple, identifie deux insecticides de substitution possibles aux néonicotinoïdes pour la betterave qui sont à ce moment-là autorisés. La date d'effet de la loi est en 2018, donc la première campagne 2018-2019, les betteraviers utilisent ces molécules. Il y a un hiver qui est plutôt froid, il y a pas énormément d'infestations, donc il y a des petites pertes de jaunisse, mais qui restent tout à fait marginales par rapport aux autres problèmes de la filière. Donc il n'y a pas du tout de tempête et de contestation. Et l'hiver qu'on vient de passer, qui est un hiver exceptionnel, avec un mois de mars particulièrement doux, qui doit être le plus doux depuis 40 ou 50 ans, en tous les cas sur un certain nombre de zones, conjugué à un vent de sud qui a été très fort, fait qu'au moment où les pucerons
étaient là, ils se sont développés très vite. Les betteraviers qui ont utilisé les molécules se sont rendus compte à ce moment-là qu'elles avaient un effet très marginal. On a d'autres publications qui ont montré que les molécules insecticides autorisées, il y avait des contournements de résistance qui étaient en train d'apparaître chez un certain nombre de populations de pucerons verts. Donc je pense que tout ça s'est conjugué pour que le sujet explose et devienne... alors après, avec une mobilisation de la filière betterave-sucre qui est dans une situation de fragilité, on est sorti des quotas de sucre, la compétition est forte, il y a des sucreries qui battent un peu de l'aile. Et donc, tous les sujets se sont cristallisés, si j'ose l'expression, avec nos sucreries, certaines sucreries sont en difficulté. Le betteravier, on le sait bien, n'est jamais un pur betteravier. C'est un céréaliculteur qui fait ses arbitrages. Et s'il pense que c'est risqué de faire de la betterave l'an prochain parce qu'il risque d'avoir encore un hiver trop doux, il peut ne pas du tout en faire. Et donc, la filière a monté au créneau en disant là, c'est la panique à bord, les gens vont arrêter. S'ils ne livrent pas la sucrerie de Normandie, de machin, elle va fermer l'année prochaine, on va perdre des parts de marché, on va se retrouver en situation d'importation. Donc tout ça n'est pas faux, il y a un risque, on ne peut pas dire que le risque est nul, qu'il y ait à nouveau des hivers comme ça qui se représentent et qu'il y ait des situations donc, de vulnérabilité par rapport à ces attaques. Encore une fois, on est aussi dans un système, et je ne jette pas la pierre aux betteraviers parce que c'est le système mondial qui s'est développé comme ça, où les surfaces de betteraves ont augmenté depuis 30 ou 40 ans. Donc, les parcelles qui sont des parcelles susceptibles d'accueillir, ou les bandes fleuries susceptibles d'accueillir des régulateurs, voire d'ailleurs aussi d'accueillir des abeilles, des pollinisateurs, se sont réduites au maximum. Et donc, il n'y avait pas d'éléments de protection naturelle. On en est réduit à la bataille entre le puceron et le traitement chimique, néonique ou alternatif. Donc nous, la question évidemment la plus importante, c'est maintenant qu'il y a ça, est-ce que c'est crédible de dire, mais j'ai eu cette discussion avec le ministre, d'ailleurs avec Julien de Normandie, avec nos chercheurs, il a dit oui, mais alors, qu'est-ce que vous avez comme levier? Donc, dans les leviers possibles, il y a le travail sur la résistance, l'amélioration des betteraves. Donc là non plus, on n'a pas rien fait. Il y a eu un énorme programme de recherche sur la diversité génétique de la betterave. Vous savez que la betterave est une culture qui a quand même une diversité, une histoire assez récente dans nos pays, depuis Napoléon, une diversité génétique qui n'est pas énorme. Et donc, il y a eu un très beau programme de recherche sur les 6 dernières années pour croiser des betteraves sauvages avec la betterave à sucre qu'on connaît et pour retrouver des lignées. En fait, des chercheurs ont créé pas loin de 2 à 3 000 lignées par hybridation entre ces variétés sauvages et cette variété conventionnelle, sans transgénèse évidemment. Et ça redonne de la diversité. Dans ces lignées, on va trouver des variétés résistantes ou, en tous les cas, un peu plus tolérantes. On a déjà trouvé, alors on a des variétés qui résistent à la cercosporiose, une autre maladie très handicapante pour la betterave. Ça, c'est déjà un résultat acquis, sur lesquels on va pouvoir utiliser moins de pesticides. Et sur la partie des virus, il y a pas loin de 4 virus qui sont porteurs de la jaunisse. On a déjà sur un virus une variété résistante, sur un deuxième une variété qui est intéressante. Donc mon espoir, premier levier, c'est que dans les 3 ans, en faisant le phénotypage à haut débit de toutes les lignées qu'on a trouvées et de toutes les variétés homologuées au catalogue de betteraves, on puisse trouver des variétés résistantes. Donc premier axe. Deuxième axe, il faut qu'on réintroduise, qu'on obtienne des betteraviers qui s'engagent dans un réaménagement de leurs parcelles, qui ne mettent pas le modèle économique en l'air. Mais ça, je crois que ça fait partie des discussions qu'il y a eu en marge du débat parlementaire avec la filière. Et nous, on travaille sur des optimisations de ce que peuvent être des mosaïques paysagères ou des bandes fleuries à bons espaces. C'est un intérêt si on fait ça. C'est à la fois pour protéger les abeilles, puisqu'on sait qu'il y aura quand même de la rémanence de produits dans le sol, même si la betterave ne fleurit pas, des néonicotinoïdes vont rester dans le sol. Mais je pense qu'on peut dire que les abeilles sont opportunistes et s'il y a de façon régulière
un garde-manger qui est bien constitué, le risque qu'elles aillent sur les sols sera plus faible. Et c'est dans ces bandes fleuries aussi qu'on va préparer le retour des régulateurs biologiques. Donc ça, c'est mon deuxième axe. Et puis le troisième axe sur le biocontrôle, c'est de trouver des solutions naturelles qui font répulsif pour les pucerons. Donc là, on a soit des idées sur des co-cultures qui pourraient être mises au moment de la levée et ensuite récoltées avec un effet répulsif sur les pucerons, soit des épandages ou des graminées qui sont retournés assez tôt, qui sont en train d'être testés dans nos laboratoires d'écologie sensorielle. Donc en fait, on prend les pucerons verts, ce qu'on fait sur d'autres espèces d'insectes, et puis on teste des molécules attractives répulsives. Donc, c'est une des stratégies de biocontrôle. Donc, en gros, on a ces trois leviers-là. Mon sentiment, c'est ce que j'ai dit au ministre, c'est que dans les 3 ans, on ne peut pas dire qu'on aura trouvé une solution 100% équivalente aux néonicotinoïdes, mais on peut dire qu'on aura trouvé une combinaison de leviers qui réduit le risque. Ça, c'est l'engagement qu'on peut prendre. Et qu'on prend, pas tout seul, chercheur public, mais avec les chercheurs de l'Institut technique. On va là encore le faire en participatif. Donc, il y a au moins 500 hectares à 1000 hectares de la sole betteravière qui vont être conduits en expérimentation sous les protocoles recherche par des betteraviers pour combiner ces leviers. Donc moi, si dans 3 ans, on nous dit qu'avez-vous fait, on dira, voilà, ça marche dans nos unités expérimentales, ça a été testé sur 500 agriculteurs, on a un niveau de protection en cas d'infestation massive. Encore une fois, je ne pense pas que ça sera aussi efficace que les néonicotinoïdes. Mais si on dit qu'on a réduit le risque de 70 à 80%, alors là, après, on arrive dans quelque chose de plus classique en agriculture. Et les betteraviers, ils peuvent s'assurer, ils ont des bonnes années, des moins bonnes années, etc. Donc, je suis là encore un peu long, mais c'était un sujet qui va nous occuper beaucoup, bien sûr. Non, merci beaucoup et en particulier de la précision de ta réponse. Merci bien, c'était tout à fait passionnant. Donc, je vais vous passer la parole les uns et les autres. Donc, je commence par Florence Liévin. Oui, bonjour, bonjour à tous. Ma question portait sur les cultures intermédiaires dont vous avez fait état et qui semblent être en effet une nouvelle pratique à valoriser dans le cadre de l'agroécologie et de la couverture des sols. Vous avez mentionné la difficulté éventuelle de trouver des exutoires pour ces cultures dites intermédiaires et j'avais cru comprendre que la méthanisation pouvait justement être une voie de valorisation de ces cultures intermédiaires. Alors j'entends bien que ça s'éloigne à la fois peut-être du métier premier qui est celle de produire pour nourrir. Et donc, plus largement, je serais intéressée pour avoir votre point de vue sur l'arrivée de tout ce qui est lié à l'énergie au sein du monde agricole. Merci beaucoup. Merci de cette question. Non, c'est pas loin de notre métier. On pourrait dire que c'est aussi un peu au cœur des recherches d'INRAE. On a démarré sur la méthanisation. C'est un petit clin d'œil de l'histoire. Avant même la création de l'INRA au sens formel, qui a été créé en 1946, dans un laboratoire qui traitait des effluents vitivinicoles à Narbonne. Et c'est un certain Léon Blum, député de la circonscription, qui a inauguré le laboratoire qui est devenu aujourd'hui le laboratoire des biotechnologies de l'environnement de l'INRA, qui est le leader mondial de la recherche sur la méthanisation. Donc on est vraiment très mobilisé sur ces sujets. Alors, moi, je pense que la méthanisation, c'est un levier qui est très intéressant. Mais il faut bien le calibrer. Évidemment, rien n'est facile et vous le voyez certainement des fois dans les territoires, dans le débat public. Il y a aussi des controverses sur la méthanisation. Donc, la méthanisation, quand elle permet de traiter des effluents organiques qui ne doivent pas être en excès. Enfin, c'est toujours le même problème si on a des élevages super intensifs sur des surfaces très limitées qui produisent beaucoup et qui amènent à construire des unités de méthanisation. La question de la cohérence globale du modèle, elle va apparaître, vous vous en doutez. Mais même quand on est dans des élevages de taille raisonnable qui produisent du lait, qui produisent de la viande, on a des déjections organiques et elles peuvent être soit évidemment épandues dans des conditions contrôlées, soit être un élément de la méthanisation. Et nous, on travaille là-dessus. Encore une fois, ça peut être extrêmement efficace. On a aussi besoin de gaz renouvelable, d'énergie renouvelable. Donc, c'est la base.
le recyclage des effluents organiques. Après, on a besoin évidemment aussi de matières sèches dans les méthaniseurs. Et donc, la question des compléments va venir. On se souvient de la polémique il y a une quinzaine d'années en Allemagne, quand l'Allemagne a sorti des grands plans de développement du biogaz avec du soutien public. Ça s'est traduit par des énormes méthaniseurs à côté des abattoirs ou des zones de production de porc intensive qui utilisaient en direct du maïs. Et donc là, on était dans une dérive où des cultures à vocation alimentaire une source d'énergie. Ce n'est pas le cas en France. Donc, les arrêtés qui encadrent la méthanisation prévoient ça. Et donc, là, les cultures intermédiaires peuvent être très intéressantes de ce point de vue-là. Il faut qu'on trouve… Alors, il y a une forme d'équilibre à trouver entre la matière qu'on va laisser au sol. Vous savez qu'on est très engagé aussi dans la lutte contre le dérèglement climatique et on pense qu'on peut enrichir le carbone des sols par les couverts végétaux, donc y compris en laissant sur le sol une partie des végétaux. Donc, il ne faut pas tout exporter. Donc, on travaille aussi, c'est quoi le bon équilibre entre ce que je laisse de mon couvert au sol pour la minéralisation, l'humus et la vie organique du sol et ce qui va être exporté vers le méthaniseur. Et puis, c'est un équilibre à trouver avec des cultures intermédiaires qui peuvent être utilisées en alimentation animale pour faire de l'autonomie alimentaire dans les élevages. Mais quand on met tout ça bout à bout, je pense qu'il y a une vraie place pour le développement de la méthanisation. Il faut juste qu'on trouve des systèmes. C'est pour ça que l'approche des territoires me paraît intéressante. Nous, c'est ce qu'on promeut, des logiques de concertation entre acteurs sur les flux de matière organique, d'où ils viennent, comment ils nourrissent les méthaniseurs, dans quelles conditions ensuite. Évidemment, le gaz va être éventuellement mis sur le réseau ou en utilisation d'énergie locale. Le digestat qui va sortir du méthaniseur est intéressant aussi pour faire de la matière organique qui revient vers le champ. Donc, c'est ça qu'on organise. Mais ça se développe. Il y a un débat en France sur le prix de rachat qui était relativement élevé pendant les premières années, que le gouvernement a voulu plafonner et réduire. Donc, la dynamique de la courbe de méthanisation en France n'est pas encore complètement claire à cause de ça. Merci beaucoup. Je vous rappelle que vous pouvez vous inscrire sur la messagerie si vous souhaitez intervenir. Alors, je passe la parole à François. François, sur le sujet que tu connais très bien, très bien connu dans tes différentes fonctions, qui est donc le stockage, ce que tu viens d'évoquer sur le stockage du carbone dans les sols. François, à toi. Oui, bonjour. Alors, ma question porte sur les prairies qui sont, me semble-t-il, un lieu de stockage de carbone intéressant. Et donc, ma question, c'est si on va vers une alimentation moins carnée, donc probablement moins d'élevage, qu'est-ce qu'on peut dire en termes prévisionnels sur l'impact que ça aura sur les surfaces de prairies dans notre pays? Est-ce que tout va se faire en important moins de soja, en gros, et qu'on pourra conserver nos prairies? Ou est-ce que d'un point de vue technique ou économique, il faudrait abandonner des surfaces de prairies et à ce moment-là passer à une production végétale? Et quel serait le bilan carbone d'ensemble pour un pays comme la France, hein, parce que j'imagine que ce n'est pas la même chose dans tous les pays, le bilan carbone d'ensemble donc d'une mutation vers une alimentation moins carnée, et puis quel est l'impact aussi qu'on peut imaginer sur l'aménagement du territoire, les paysages et peut-être la forêt également de cet abandon potentiel de prairies. Excellente question qui n'est pas simple, hein, mais c'est vrai que j'ai évoqué le rééquilibrage des régimes, mais j'aurais pu, et tu le dis d'une certaine manière dans ta question, dire de façon plus claire qu'il n'y aura pas d'agriculture durable, selon nous, sans élevage. Et donc, la part de l'élevage, à la fois dans le cycle biogéochimique de l'azote, du phosphore et des éléments qui sont vraiment fondamentaux pour l'agriculture. Si on ne veut pas être ensuite dépendant des engrais minéraux et au contraire sortir de cette dépendance, il n'est rien que sur cet aspect-là majeur. Il l'est aussi pour l'emploi, il l'est aussi pour la culture gastronomique, il l'est aussi pour les paysages. Et en fait, mais tout ça évidemment est plus facile à planifier sur un tableau que de le réaliser dans la vie. Dans les trajectoires d'évolution de l'élevage et du rééquilibrage, ce qu'on souhaite,
Et ce qu'il faut favoriser, c'est que ça soit des élevages qui soient plutôt des élevages extensifs sur prairies permanentes qui subsistent, et ceux qui sont plus intensifs avec des modèles notamment d'importation qui ont un coût carbone élevé qui soient réduits. Donc ça, c'est notre cible. Après, est-ce que c'est ce qui va se passer? Évidemment, la vie est plus complexe parce que les jeux concurrentiels entre des élevages intensifs en fonction du type de produit fait. Enfin, normalement, l'élevage extensif sur prairie, en termes de charge opérationnelle, il pourrait être plutôt robuste et passer mieux que des élevages intensifs. Mais c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas les mêmes modèles d'animaux, il n'y a pas les mêmes traditions. Mais c'est important ce que tu dis, et on a fait une étude nationale du potentiel 4 pour 1000 de la France, hein, donc comment on peut enrichir à l'échelle des sols français, de l'ensemble des sols français, la teneur en carbone, avec quel type de pratique. Je vous invite à la parcourir pour ceux que ça intéresse. Elle est en ligne sur notre site et si vous ne la retrouviez pas, je la repasserai à Géraud. C'est la première fois qu'on fait ça dans un pays à l'échelle au niveau international, ce qui est un peu logique puisque l'INRA avait été leader sur le 4 pour 1000. Ce que ça montre, c'est qu'évidemment, le taux de concentration le plus élevé en carbone, le plus intéressant, c'est la forêt, la prairie permanente. Voilà. Donc Hervé n'est pas contre cette assertion. Donc ça, c'est des éléments qu'il faut rappeler sans cesse. Alors, il y a un effet qui est un peu paradoxal, c'est que comme on est déjà pratiquement à des plafonds, on n'a plus de marge de progrès. Donc, il ne faut pas pour autant considérer que les zones de grande culture qui ont des niveaux plus bas en moyenne de teneur en carbone et qui doivent donc être encouragés à produire plus. Donc, on doit donner des signaux pour leur dire vous avez un super potentiel d'enrichissement en carbone de vos sols, donc on trouve des politiques publiques pour les aider. Il ne faut pas que ça serait très paradoxal, que ça soit au détriment de la prairie notamment, voire de la forêt, si on disait dans la PAC, tel type de pratiques agroécologiques sur les grandes cultures qui enrichit en carbone est primé à tel niveau et que ça conduise des agriculteurs à faire des calculs d'optimisation, à retourner leurs prairies et à déstocker du carbone. Ça serait complètement idiot. Donc il faut pour maintenir le plus longtemps possible ces prairies permanentes en incitant les grandes cultures à progresser. Alors, comment y arriver? On peut y arriver, comme toujours, par les politiques publiques. On peut aussi y arriver par le marché. Donc, nous, on travaille sur la quantification du carbone dans les pratiques pour aller vers de la labellisation ou pour aller vers des crédits carbone, des services écosystémiques qui peuvent être payés par le contribuable ou payés par le consommateur. Et c'est en train de bouger, ça. Donc, c'était un petit peu compliqué parce que de la même façon que ça a été compliqué de le faire sur la forêt, de se mettre d'accord au niveau international sur les méthodes de quantification du carbone, et c'est encore d'ailleurs controversé hein, quand on dit, parce que tous les experts ne sont pas d'accord sur les horizons de temps, entre ceux qui prennent l'horizon à 30 ans ou à 50 ans, ça va changer les modes de sylviculture privilégiés, mais dans le domaine des prairies, on est en train d'arriver à un consensus sur telle pratique, ça fait tant de carbone. Et si le carbone vaut tant, la valeur tutélaire, alors ça pourrait faire l'objet de rémunération par les acteurs économiques ou la puissance publique. Sur ce dernier point, il y a sur l'aspect socio-économique, il y a des papiers faits par l'INRA là-dessus, ou bien c'est des papiers Oui. Ouais, on retrouvera ça, parce que c'est très passionnant. Ouais. Et tu me remettras sinon un petit mail, je vous ferai c'est gentil. Il y a vraiment beaucoup. C'est gentil, ouais. Merci beaucoup. Hervé, à toi. Oui, Philippe, un souvenir d'abord. Je pense que Stéphane Le Foll a été de ceux qui a popularisé Vie sur la table, ce vieux concept de l'agroécologie. Et je lui avais dit, écoute, c'est bien l'agroécologie, mais il faudrait aussi parler de sylvo-écologie. Ouais, je me souviens. Tu te souviens? Ouais, La réponse de Stéphane, écoute Hervé, tu m'emmerdes. De la sylvo-écologie, vous les forestiers, vous en faites déjà. Ça va déjà être assez galère de faire passer le truc dans le monde agricole, donc on verra ça plus tard. Bon, on y est toujours. Moi, je voudrais poser une question sur ce vieux débat sur le savant et le politique, débat séculaire. Ouais. Débat qui est en cours avec les troupes, puisque
Je remettais les noms là et ça va vous dire quelque chose. Catherine Bastien, Rémi Petit, Myriam Fournier, Erwin Dreyer, François Lefebvre, les deux Hervé Cochard et Jactel et Myriam Leguet, la directrice du groupe Paris-Tech, en guest star. Donc on n'est pas dans un débat de minoritaires dans des coins. Hein. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est quand même l'élite de la recherche forestière actuelle. Et la question, c'est de savoir jusqu'à quel point les chercheurs doivent-ils s'impliquer dans le débat public? Alors, c'est une question forestière, mais c'est une question générale. Et deuxième question, où est-ce que ça doit le faire? C'est quoi le contexte? La crise forestière est épouvantable. Vous avez tous vu des centaines d'hectares de forêt qui sont en train de sécher sur pied, et ce qui s'annonce n'est pas bon du tout. Donc, du coup, en matière de gestion forestière, on va devoir fortement bouger, avec des introductions de nouvelles espèces, de la migration assistée, peut-être du travail sur la génétique, et tout ça crée des polémiques, des controverses scientifiques. Et la question qui se pose, c'est est-ce que les scientifiques doivent aller sur le terrain pour faire, comme disait Joe Biden hier, arrêtons de faire de la politique, parlons de la science, parce qu'il y a besoin de parler de science, ou est-ce qu'ils doivent rester et pas faire de l'ombre à leurs recherches en restant derrière leur microscope? Et il y a des interventions, hein, je pense à Hervé Jactel, à 12 ans, etc., qui interviennent dans les médias, et évidemment, ça déclenche des polémiques. Et la deuxième question, c'est quel est le lieu? Certains disent qu'il faut utiliser les structures de débat, d'autres disent, je pense à Hervé Cochard, qui dit qu'il faut créer un GIEC forestier. Donc la question que je te pose, Philippe, qu'est-ce que tu penses, sachant que tu n'as pas d'ordre à donner? Tu sais que gérer les chercheurs, c'est gérer un troupeau de chats. Hein, on sait ça depuis un certain temps. Mais quel est ton point de vue sur jusqu'où doivent aller les chercheurs dans le débat public? Et deuxième question, où doit être le forum? Est-ce qu'il doit être mis à l'intérieur du monde scientifique? Est-ce qu'il doit se faire dans les académies? Est-ce qu'il doit y avoir des métaprogrammes? Est-ce que ça doit être des lieux comme la Fabrique? Ou est-ce qu'il faut descendre chez CNews, dans la société du spectacle, pour repartir en disant plus jamais on ira dans ces lieux-là? Ouais. Philippe, à toi. Ouais, grande question. J'aurais tendance à dire, si je voulais me sortir par une pirouette, qu'on est obligé d'être sur un peu dans toutes les arènes. Alors, en essayant de remettre un petit peu les choses en ordre, c'est vrai que les scientifiques, leur première mission, et c'est ça qui les motive, y compris quand ils sont mal rémunérés dans la recherche publique, c'est en général, hein, c'est de pousser plus loin les fronts de connaissances. C'est le plaisir de la découverte, de comprendre le vivant, de comprendre la planète, le fonctionnement, etc. Ça reste le moteur premier. Et moi, on essaye autant que faire se peut de le respecter. On a aussi, comme agent public, des missions qui sont reprises dans la loi, dans les décrets, et qui sont, je pense, peu ou pas contestées, qui sont des missions de valorisation, de transfert de ces connaissances vers la société et vers le grand public. Et on a plusieurs leviers pour le faire. On doit contribuer, ça ne se faisait pas trop à l'INRA, mais on essaye de le développer maintenant à l'INRAE. On contribue à l'enseignement, et notamment à l'enseignement supérieur, ce qui a un lieu, j'allais dire, assez évident de croisement entre les nouvelles générations qui vont être formées en profitant de la science et qui vont être aussi, qui sont déjà les citoyens d'aujourd'hui et qui seront les citoyens de demain, et qui apportent aussi leur créativité dans les laboratoires avec les doctorants et les post-doctorants. Donc on le fait, ça j'allais dire, ça ne répond pas vraiment à ta question, mais à mon avis, à moyen terme, si on est optimiste, le fait que la science soit produite avec des jeunes universitaires ou des jeunes dans les écoles, c'est un point important de leur formation. Et puis après, on pourrait étendre la question avec l'éducation nationale et la formation plus globale, l'enseignement secondaire, l'enseignement technique, dans lequel la science, à mon avis, est insuffisamment présente. Nous, on essaye d'avoir
des activités de sciences participatives avec des initiatives comme Tous chercheurs, des accueils de jeunes dans les labos, etc., etc. Je pense que ça, c'est vraiment un travail de fond. Ce qu'on appelle encore la culture scientifique ou oui, la culture scientifique, la fête de la science, la présence dans des situations où on ouvre les laboratoires, on explique aux jeunes, y compris des fois aux très jeunes ou aux familles, qu'est-ce qui se passe dans un labo et à quoi ça sert. Je pense que tout ça, c'est un travail de fond qu'il faut faire et que les chercheurs aiment bien faire en général. Alors, on ne peut pas trop les divertir de leur activité principale, mais quand on le fait, moi je le vois chaque année sur le salon de l'agriculture. Bon, là, cette année, malheureusement, je pense qu'on ne le verra pas, mais c'est des rencontres magiques entre des chercheurs, des ingénieurs, des techniciens qui viennent passer une semaine à Paris en se disant « mais qu'est-ce que je viens faire à Porte de Versailles ?» alors que j'avais ma publi à terminer et qui vont montrer leur manip aux gens qui défilent en masse et qui parfois n'ont jamais vu de chercheurs. C'est souvent des moments superbes. Donc ça, je pense que ça fait partie de nos missions. Et pour aller dans le cœur de ta question, dans les débats, il y a différents types de débats où le chercheur finalement peut être sollicité, où la science peut amener son point de vue. Il y a des situations où on peut dire que la controverse scientifique, elle est majoritairement derrière nous. C'est jamais à 100%. Je vais prendre un sujet que tu as évoqué, le climat. Bon, il y a encore des climato-sceptiques dans l'univers scientifique, mais ils ont été quand même progressivement réduits. Et pour autant, les décisions qu'il faudrait prendre pour limiter le dérèglement climatique sont des décisions qui ont un impact économique, politique, social qui peut être très fort. Donc là, on a le cas du GIEC, mais on a nos chercheurs qui vont aussi éventuellement sur les plateaux télé ou dans les débats, dans les fabriques citoyennes ou dans les grands débats publics post-gilets jaunes qui peuvent être sollicités pour expliquer les enjeux qui sont liés aux grandes mutations et aux grands enjeux globaux de la planète. J'allais dire ça, c'est relativement facile. Enfin, il faut qu'ils aient envie, hein, on ne va pas les forcer, mais on en trouve. Et je pense que c'est encore dans nos missions. Là où ça devient plus compliqué, c'est quand on est sur des sujets non stabilisés et qu'il y a des controverses, y compris au sein du monde scientifique. Et là, c'est l'exemple que tu touches, mais qu'on connaît dans d'autres endroits, qui peuvent être soit des questions de controverses scientifiques, j'allais dire de débats scientifiques de base sur les connaissances, ou sur l'interface entre sciences et politique publique. Voilà, quelle politique sylvicole dans le contexte du changement climatique et de la biodive, régénération naturelle, plantation, enfin, il y a exploitation de la forêt, où on va avoir, sur des approches qui sont générales, les sujets de controverse sont pluridisciplinaires, on va avoir des sensibilités de scientifiques qui ne sont pas d'accord entre eux, soit à l'intérieur de la même discipline, soit entre des disciplines voisines. Donc là, ce qu'on essaye de faire au sein de l'établissement, parce qu'évidemment, il n'est pas question ni d'avoir une parole d'autorité qui serait assénée par la direction générale. Maintenant, vous arrêtez de débattre, c'est ça qu'on va faire. On peut tenter par moment de le faire un peu, mais ça ne marche pas. Donc, on essaye d'organiser des débats internes avec les chercheurs concernés. On essaye aussi, on rappelle des règles de base d'éthique, de déontologie. Il faut quand même les rappeler à tout le monde, parce que des fois, les scientifiques, c'est comme tout citoyen, peut se laisser un peu emballer par sa passion ou son militantisme. Donc, dans les règles de base, il y a « je parle dans les domaines où je suis quand même compétent ». Quand je parle en tant que chercheur INRAE, c'est normalement, je parle sur la base de publications que j'ai faites avec des bases scientifiques à peu près éprouvées. Et puis, j'écoute les autres. Et puis, s'il y a des points de vue différents, on essaye de comprendre d'où viennent les différences pour essayer de faire des synthèses. Là, c'est ce qu'on va être amené à faire sur la forêt. C'est ce qu'on va essayer de faire sur la forêt, parce que moi, ce n'était pas le cas pour moi, ce n'était pas visible il y a un an, mais on sent les tensions et les contestations monter très fort. Donc voilà, je pense qu'il faut qu'on soit… Alors, on a même créé dans INRAE une direction pour l'appui aux politiques publiques, qui était quelque chose que faisait assez largement le CEMAGREF devenu IRSTEA, avec tout l'appui aux politiques publiques pour le ministère de l'écologie sur la prévention des risques naturels, les avalanches, les feux de forêt, etc., qui étaient très, très, très structurants dans leur activité. Quand on a fusionné IRSTEA et INRA, il pouvait y avoir la crainte, côté IRSTEA et le ministère de l'écologie, que tout ça, ça disparaisse un peu, que la grosse maison INRA et ses chercheurs un peu fondamentalistes absorbent tout ça, ce qui aurait été une vraie bêtise. Hein. Et donc, pour
à la fois pour rassurer tout le monde et puis pour bien cadrer ce travail, on a mis en place une direction dédiée dont le métier n'est pas de produire des contenus à la place des chercheurs, mais c'est de favoriser ce type de cadre. Et donc, c'est super intéressant. Et il y avait des petites réticences dans une partie de la communauté, mais en fait, à la pratique, quand on sollicite nos chercheurs avec un minimum de cadre méthodologique pour préparer des réponses au Parlement, parce qu'on est de plus en plus sollicité par des auditions parlementaires à l'Assemblée ou au Sénat, on identifie les chercheurs, les différents points de vue, on prépare les éléments de réponse. Enfin, c'est un gros boulot, en fait, mais ça donne des choses intéressantes. Donc pour moi, oui, il n'y a pas le choix. Il faut que la science soit effectivement, alors à sa place, on ne prend pas les décisions à la place des décideurs ni à la place des citoyens, mais prenne toute sa place dans le débat public. Sur l'idée indiquée au passage par Hervé d'un GIEC forêt, ça serait intéressant, faisable. Alors, il y a beaucoup d'idées de GIEC. On a aussi l'idée d'un GIEC alimentaire. Voilà. Donc, en fait, le GIEC, le fameux GIEC, il a, et on a un de nos collègues, Jean-François Soussana, qui en est membre, il a progressivement constitué un groupe de travail et des chapitres importants de son rapport sur le secteur des terres. Dans le secteur des terres, il y a l'agriculture, il y a la forêt. Donc je pense que ça aurait un inconvénient, ça aurait un avantage en termes de visibilité. Il ne faudrait pas l'appeler GIEC, mais si à un moment donné, on veut faire une alliance de la recherche forestière internationale pour échanger et puis pour proposer des grands projets, moi j'y suis assez favorable. J'avais même évoqué avec Hervé Jactel et avec d'autres l'idée qu'on puisse, l'INRA devenu INRAE, puisse essayer de mettre en place un programme de recherche mondiale sur l'adaptation des forêts au dérèglement climatique. Et on a des réseaux, on a signé des accords avec le Brésil, on a des accords avec le Canada, on a des accords qui démarrent avec la Chine. Donc, on a des éléments, le CIRAD, des partenariats en Afrique, l'IRD également. Donc, on pourrait constituer un réseau de chercheurs. Et je pense que ça pourrait être déjà une première étape pour partager des données, une vision, des questions, éventuellement susciter des programmes de recherche coordonnés et puis après essayer de constituer des messages. Mais refaire un GIEC spécifique forêt, je pense que ça serait dommage parce qu'on a enfin réussi à faire rentrer le secteur des terres dans les recommandations du GIEC. Il y a des chapitres très, très bien structurés là-dessus maintenant. Merci beaucoup. Rapidement, juste pour signaler que l'idée d'un GIEC, c'était une des multiples options. Je ne venais pas pousser ça. Non. Deuxièmement, je rappelle que l'UICN et l'IUFRO sont historiquement des créations françaises du monde de la recherche. Donc cette idée de travailler au niveau mondial, en tout cas européen, sur un assemblage forêt et changement climatique, alors qu'on l'a déjà fait sur la génétique, je pense que ce serait une très bonne chose. Et puis je suis chargé aussi, Philippe, et je le fais publiquement, de dire que les quelques modestes mètres carrés qu'il y a du domaine de l'Institut de France à Chantilly sont à la disposition du monde de la recherche pour vous accueillir, pour lancer ces grands travaux de réflexion globale et d'ouverture à la société. Voilà, merci. Bon. Merci Hervé, merci beaucoup. Hervé. Alors, peut-être la dernière question, sauf s'il y avait des frustrés entre-temps, qui n'hésitent pas à s'exprimer. Dominique Bidou sur un autre sujet. Oui, un autre sujet qui me semble important et qui n'a pas été évoqué. On a évoqué la séquestration du carbone. Parmi les grands enjeux qu'on a aujourd'hui, il y a quand même la question de l'eau douce. L'agriculture consomme énormément d'eau douce. Est-ce que dans les recherches, il y a des travaux pour justement réduire la pression sur l'eau douce? Et puis, dans la foulée, la question aussi de la régulation du cycle de l'eau auquel l'agriculture participe et même continue le problème d'érosion des sols. Oui, c'est vrai que c'est un sujet majeur. Le nexus, comme disent les scientifiques ou les politologues, entre l'eau, l'alimentation et l'énergie, c'est une autre façon c'est vrai que je ne l'ai pas évoqué, tu as raison de me reprendre là-dessus, c'est une ressource critique
critique pour la vie, critique pour l'agriculture, et l'agriculture en est grande consommatrice. Donc, ça fait partie de nos recherches. C'est une des raisons, c'est pas la seule, mais c'était une des raisons du rapprochement INRA-URSTEA. C'est-à-dire qu'on avait un paysage de la recherche scientifique sur l'eau un peu fragmenté, comme vous le savez, en France. Bon, c'est bien aussi, hein. Il y a le CNRS, il y a le BRGM, il y avait IRSTEA, il y avait l'INRA, j'en passe, et des meilleurs. Et on s'est rendu compte qu'on avait un petit peu de coopération, mais quand même pas suffisamment, entre l'eau verte telle qu'elle était étudiée à l'INRA, dans cette dynamique agricole sur la parcelle et pour l'alimentation de la plante, et puis les cycles de l'eau et l'eau bleue plus globalement au sein d'IRSEA. Donc on a maintenant, dans le nouvel institut, on a créé un département qui s'appelle Aqua, qui regroupe l'essentiel de nos forces de recherche et qui va pouvoir justement travailler sur toute la dynamique du cycle de l'eau. Donc c'est un sujet prioritaire du prochain plan stratégique qu'on est en train de préparer. Donc on travaille à la fois sur des plantes adaptées au stress hydrique, qui vont limiter l'évapotranspiration, qui vont avoir des caractéristiques de développement qui seront moins gourmandes en eau. On travaille aussi évidemment sur l'agronomie, hein, sur des itinéraires techniques qui limitent aussi l'utilisation des ressources en eau. On travaille sur le reuse, donc comment on peut avoir un cycle de l'eau qui est plusieurs fois bouclé dans des conditions sanitaires qui soient évidemment garanties. Il y a des marges de progrès, je pense, assez importantes pour que les prélèvements nets sur les nappes ou sur la ressource en eau dans le cadre de la production agricole soient vraiment améliorés. Donc c'est un sujet très important pour nous. Okay. Merci beaucoup. S'il n'y a pas d'autres questions, je n'en vois pas. Il nous reste donc, est-ce que, comme c'est la tradition dans ces petits déjeuners, tu t'exprimes sur les 3 vœux. Je te rappelle, un vœu, tout ça pour des vœux pour accélérer la transition écologique, donc chacun souhaite le faire évidemment. Un vœu donc au secrétaire général de l'ONU, un vœu au président de la République et un vœu aux citoyens. Voilà. Alors, à toi Philippe. Alors, merci. C'est pas mal de vos questions parce que finalement, ça illustre bien quand même, enfin, ça résonne bien avec notre discussion parce que, comme je disais en introduction, c'est vraiment l'affaire de tous, cette transition agroécologique. Ça peut paraître une affaire de spécialistes, de scientifiques ou d'agriculteurs, mais c'est vraiment l'affaire de tous. Donc, pour le secrétaire général de l'ONU, j'aurais tendance à lui proposer de saisir l'opportunité du sommet alimentaire mondial l'an prochain pour faire vraiment converger les débats qui, pour le moment, restent un peu trop en silo entre le climat, et on a un très bon GIEC, la biodiversité, on a une COP biodiversité malheureusement qui a été reportée, les questions de l'alimentation et de la sécurité alimentaire mondiale. Pour le moment, je trouve qu'on n'a pas d'agenda intégré. Et nous, on voit bien que tout est complètement connecté, mais dans les champs de négociation, c'est encore découpé en tranches. Et donc après, c'est aux États, aux acteurs de refaire le lien. Donc moi, j'aimerais qu'on ait à un moment donné un forum mondial où la question de la tension sur la ressource en eau, de la tension sur le climat, de la tension sur la biodiversité et de la tension sur les transitions alimentaires soit réunie pour qu'ensuite on puisse dessiner des trajectoires, des itinéraires de transition. Pour le président de la République, moi je souhaite qu'il saisisse avec le gouvernement l'occasion de la prochaine réforme de la PAC, non pas pour le grand soir, je serais naïf ou hypocrite, mais en tous les cas pour qu'il y ait une accélération, une mobilisation de moyens supplémentaires pour encourager ce que j'ai dit tout au long de ma présentation, les acteurs de l'agriculture, de l'agroalimentaire à s'engager sur les transitions. Et ça, c'est mieux si on le fait au niveau européen. On peut le faire un peu avec le plan d'investissement. Il y a des mesures qui vont dans ce sens-là, qui ont été annoncées, mais c'est quand même le terrain de jeu, il est au minimum européen. Et je pense qu'on a intérêt à ce que l'Europe s'engage à l'occasion de la PAC dans la transition agroécologique. La présidente a évoqué, ils ont lancé l'initiative Farm to Fork. Il y a pas mal d'initiatives qui sont sur la table, là encore c'est bien, mais il faut le transformer concrètement dans les décisions de la future PAC. Et puis le citoyen enfin que nous sommes tous, c'est d'essayer de concilier, mais ça vous devez le dire à chaque fois dans tous vos débats, c'est de concilier les attentes du citoyen avec le comportement du consommateur. Et donc, essayer à chaque fois que c'est possible, dans nos pratiques,
que ce soit d'achat, que ce soit de restauration collective, d'avoir un comportement éco-responsable qui aille identifier ben voilà, ces agriculteurs. Ça peut être évidemment dans le bio, c'est le plus facile à repérer, mais aussi d'autres filières et produits qui s'engagent dans les transitions agroécologiques. Il faut qu'on aide le citoyen parce que ce n'est pas encore suffisamment clair sur les emballages, mais on y travaille aussi. Très bien, écoute, il nous reste à te remercier. Je dois dire que le vœu, à titre personnel, le vœu pour le secrétaire général de l'ONU me paraît particulièrement intéressant et pertinent. Je trouve d'ailleurs peut-être qu'il faudrait que la Fabrique écologique fasse un petit travail là-dessus, parce que je partage totalement ton point de vue sur la nécessité de mise en cohérence des négociations internationales sur ces différents sujets qui sont quand même très largement connectés les uns avec les autres. Et c'est vrai qu'on a l'impression que pour le moment, c'est vraiment des négociations en silo, sans qu'il y ait de réelle connexion entre ces différents sujets. Et parfois même des oppositions, c'est-à-dire que le monde de la biodiversité, à un moment donné, a le sentiment de ne pas être entendu face au monde du climat. Et donc, voilà, il y a des communautés qui font remonter à l'agenda des sujets, mais il faut qu'on regarde. Évidemment, dans la vraie vie, tous ces sujets sont articulés entre eux. Et on trouvera des solutions qui seront dans tous les cas difficiles sur ces différents agendas que si on arrive à avoir des agendas de transition qui soient multi-enjeux. On a réuni, sans rallonger, mais j'y pense, un séminaire de chercheurs du monde entier sur nos domaines. Alors, ça devait être en présentiel à Royaumont, puis on l'a fait à cause du Covid en partie en distanciel. Et les chercheurs vont produire un papier, vont me remettre un rapport un peu sur ce sujet-là. Et donc, il y avait des chercheurs d'Europe, des États-Unis, de Chine. Et donc, prise de conscience qui est vraiment là-dessus. Donc, on aura peut-être un papier dans Nature Sustainability qui va sortir bientôt là-dessus.